Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasiment ciel de la cellule qui se fait cet hiver autour d'une petite cheminée, tranquillement, avec un pilier de comptoir qui n'a vraiment jamais eu l'occasion de présenter ce qu'il faisait et son travail. Et aujourd'hui, on va lui donner cette occasion. Ce pilier de comptoir, c'est Fabien Ilvain. Fabien, bonjour, Salut Romaric. ça va? Oui, alors pourquoi Est-ce que pilier tu de pourrais comptoir parler un petit peu plus Ouais, je près me du posais la micro question, peut-être? pourquoi pilier de comptoir? Bah, Pourquoi écoute, pilier de comptoir si je me souviens bien, tu as participé au podcast sur le Big Model, sur le Ouais. jeu de rôle indépendant, sur la scénarisation, Ouais. sur Art et JDR. Tu étais en fond derrière, tu n'as presque pas parlé de la session, Ouais. mais tu étais là. Effectivement. Et le premier podcast, celui qu'on appelle ici Le judicieusement podcast le du podcast du chaos, voilà exactement, et où tu étais également ici. Donc tu es Ouais, un c'est peu vrai. un pilier de comptoir du hors-série Je quand même. m'étais jamais vu comme ça, mais ouais. Ah oui, si, effectivement. complètement. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va te donner l'occasion, au cours de ce hors-série entièrement consacré à toi Merci beaucoup. et à ton jeu Monostatos, on va te donner l'occasion de présenter un petit peu le jeu. Aujourd'hui, autour de moi pour présenter ce podcast, Thomas Poussou, toujours Bonjour. parmi nous. Lui aussi, c'est un pilier de comptoir du sens en général. Mais Flavie Garnier, Bonjour, même chose. tu vas faire aussi une remarque sur les piliers de comptoir me concernant, c'est Ouais, ça? exactement. Et puis voilà, et on va discuter de. Donc hier soir, on a eu l'occasion de jouer à ton jeu, de le découvrir ou de le redécouvrir pour certains ou certaines. Donc voilà, on est tout chaud pour en parler. Alors c'est parti, Fabien. On va commencer par le commencement, je pense. Hein, Qu'est-ce que c'est que Monostatos? évidemment, ce podcast n'a pas de plan. Hein, les auditeurs l'auront compris. Alors, Fabien. Il y a une centaine d'années, Monostatos, dieu autoproclamé de l'humanité, a tué tous les dieux qui étaient autour de lui et s'est placé de fait à la tête de son univers. Il a créé une organisation qui s'appelle le culte de Monostatos, Ouais. qui est chargé de répandre obéissance, paix, compassion, sécurité dans Ouais. ce monde. Et grâce à lui, les hommes qui vivaient jusque-là dans la peur du désert sont bien protégés dans des villes et des oasis contre les fantômes et les ogres du désert, contre les influences de la lune, des anciens dieux, enfin, de tout ce qui pourrait les effrayer. Ouais. Mais ce faisant, il a également supprimé toute liberté, toute créativité, toute personnalité aux êtres humains. Et donc les personnages dans Monostatos sont les derniers grands héros de l'univers. Ils en veulent tous profondément au dieu Monostatos lui-même. Et c'est des héros libérateurs, des briseurs d'idoles, puissants, affirmateurs, créateurs, Ouais. hauts en couleur, et qui sont là pour tout faire, Pour tout faire péter. Quoi. tout faire Ils changer. veulent défoncer le culte de Monostatos gentiment. Quoi. C'est ça l'idée. C'est ta formulation des choses, mais Tu parles de fantômes et d'ogres. Je suis pas sûr que pour nos auditeurs ce soit très Ouais. clair. Qu'est-ce que c'est que les fantômes? Qu'est-ce que c'est alors que les ogres dans les Monostatos? fantômes, la nature dans Monostatos est profondément anthropique, chaotique. Fais attention à ton micro, hein, Fabien. Encore une fois, il faut vraiment l'approcher. ça Ouais, vraiment. Tu parles dedans. Quoi. Tu parles dans la mousse. Quoi. Et donc, c'est le désert qui. Les fantômes, c'est le désert qui bouillonne, qui se reforme en permanence. Et il y a des phénomènes inexpliqués, inexplicables, des monolithes qui sortent du sol sans qu'on comprenne pourquoi, des visages qui se mettent à parler dans la roche. Ouais. Enfin, les ogres, c'est un peu plus particulier. C'est la représentation de la douleur du monde. C'est des êtres humains ou des animaux qui sont en permanence dévorés par la maladie, par la vie, qui sont en permanence en train de mourir et de renaître, et qui, quand ils se pointent à proximité d'une ville, rendent les êtres humains fous. Enfin bon, donc C'est très métaphorique en fait comme jeu. Tous ces gens, tous ces trucs que tu nous décris sont finalement des concepts, des. Absolument. Il y a une grande dimension symbolique dans Monostatos qui est liée au fond poétique et aussi philosophique du jeu, et qui se retrouve dans
à peu près tous les éléments, ou en tout cas autant d'éléments que possible, pour que le jeu parle au niveau, permettre aux joueurs de réfléchir en jouant. D'accord. Par exemple, une des règles que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de nom dans Monostatos qui soit gratuit. J'ai pas inventé de nom. C'est tous des noms que j'ai retrouvés Dans des poèmes, j'ai alors, vu surtout des inspirations ouais, des poétiques. poèmes, des thèmes d'autres langues que j'ai repris. Ouais. Donc voilà, toujours une dimension de symbole très forte, parce qu'on parle à différents niveaux dans Monostatos. On parle de l'histoire, mais on parle aussi des interactions entre des idées. Alors, je suis désolé quand je l'ai dit, j'ai l'impression que ça fait assez chiant tout ça, mais Non, ça présente bien le fond du jeu, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un jeu qui est très onirique, poétique, qui est très dans l'onirisme, quoi. mais en même temps, j'ai enfin, c'est très important pour il y moi a une aussi dimension que Monostatos soit un jeu. symbolique. Oui, il y a une dimension symbolique, mais c'est très important que pour moi, Monostatos, ce soit aussi un jeu de héros. Donc, Ouais. avec Un côté fun aussi. ouais, c'est ça, des personnages et puis des personnages qui se battent, qui en veulent, avec des histoires où ils se donnent à fond, donc qui est, enfin voilà, c'est important pour moi que ce soit plus vaste simplement que le symbole, qu'il y a aussi qu'au premier degré aussi Monostatos ce soit intéressant. Thomas, tu voulais poser une question? Alors moi j'avais juste une question sur ton univers. Pourquoi le désert? Pourquoi on fait plutôt quelque chose de type Arabie, Alors, Mille et une nuits? ouais. Alors quand j'ai commencé à écrire Monostatos, le désert c'est quelque chose qui s'est imposé assez rapidement, à la fois pour la dimension comment dire, symbolique, puisque le désert c'est là où sont nées toutes les religions monothéistes. Que c'est un lieu qui a moi j'y suis aussi allé une ou deux fois, et c'est un lieu qui est extraordinaire, donc qui appelle aussi énormément À la méditation. à la non méditation, ouais, voilà. À la réflexion, au retour sur soi et à ses Mais- valeurs, à ses idées. Enfin, ouais, il y a ça aussi, et puis c'est un lieu qui est complètement ouvert, en termes de symboles aussi. Chargé de symboles. Le désert et la ville, c'est l'opposition de trucs complètement différents. Le désert, c'est un lieu qui n'est pas du tout maîtrisé par l'homme. Si on réfléchit la société du 19e, de la fin du 19e siècle, le désert, c'était vraiment quelque chose de très important à vaincre. Il y a eu des projets, par exemple, d'un transsaharien, d'un train qui traverse, parce que c'était très important que le progrès puisse l'emporter sur le désert. Oui, Ouais, on voilà. en Parce est que où moi je aujourd'hui? sais que ce qui m'a beaucoup, on va dire, interloqué dans ton univers, c'est qu'on a donc effectivement comment dire, ce conflit entre le désert et les villes. Mm. Les villes, donc lieu où Monostatos est très présent, donc on retrouve tout un système un peu industriel, tout schématisé, faire que tout se ressemble, on y apporte du progrès, un savoir-vivre. Et le désert dans ton jeu a l'air d'être plutôt apportant quelque chose qui fait peur, mais aussi qui est source de création. Ouais. Et souvent le désert, moi le désert pour moi c'est pas la création. Souvent le désert pour moi c'est une image où tout est mort, rien n'existe, un endroit où aucune vie peut pousser. Ouais, c'est Enfin, moi j'ai trouvé, mais ça c'est mon expérience personnelle, hein, le désert c'est très fertile intérieurement. Tout à fait, puisqu'on retrouve quand même de la vie à l'intérieur du désert, on trouve des oasis, mais c'est vrai que au départ, pour moi, le désert n'est pas quelque chose de source de création, alors que dans ton jeu, c'est quelque chose de très important. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu, Tom. Ouais, Parce carrément. que c'est fertile spirituellement en Ouais. fait. Et oui, alors je voulais encore aller plus loin, tu parlais tout à l'heure des mille et une nuits. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter. Pour moi, Monostatos, ce n'est pas un jeu des mille et une nuits. Alors, pas du C'est tout. pas un univers de Voilà. mille et une Je nuits. suis arrivé dans Mille et une nuits, c'est parce qu'effectivement, moi, quand on commence à parler d'un jeu autour des pays arabes, je pense aux Mille et une nuits, hein, Ouais. c'est surtout ça. Pour moi, c'est beaucoup plus l'antiquité orientale, comme la Mésopotamie, ce genre de choses. les pays bibliques, Le désert, ça fait aussi penser à l'épreuve biblique Ouais, que les 40 ans dans Exactement. le désert, absolument. subit le Christ. Non, enfin, là, je Enfin, pensais le Christ. là, je pensais à Jésus de Nazareth. Plus là, je pensais à l'Exode, l'exode Moïse, pour les tout 40 ça, ans. Mais ouais. Ah, ouais, l'exode. les Ah oui, 40 d'accord. jours, oui, Oui, aussi mais il y a du aussi, Christ, absolument.
Donc voilà. Flavie, est-ce que tu avais une question qui te venait en tête? Je sais pas, je t'ai pas vu lever la main. Ok, j'ai rien dit. Moi, j'en avais une. Tu parles des personnages. Tu as Ouais. parlé des personnages. Tu veux t'en as. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Thomas qui fait des signes. Ah d'accord. Pourquoi est-ce que les pré-tirés? Thomas, tu avais la même question. Pourquoi Ok. les personnages prétirés? Pourquoi les personnages pré-tirés? C'est ce qui me choque directement dans ta base, enfin dans la base. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est accessible cette base déjà? Oui, Est-ce que les absolument. internautes peuvent la trouver? Elle est téléchargeable sur le blog monostatos.canalblog.com. Voilà. Et donc, pour le moment, j'ai la version la plus avancée qui est disponible directement sur le blog. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc pourquoi des pré-tirés dans Alors, cette base? euh, Tu ne laisses pas aux joueurs la possibilité de créer Ouais. leur personnage. il y a une réponse historique et il y a une réponse dans le jeu. Donc la réponse historique, c'est simplement qu'au départ, Monostatos, c'était censé être plutôt pour moi un genre de scénario ou de mini-campagne. Donc ça s'imposait pour moi que les personnages soient pré-créés, comme ça les joueurs pouvaient rapidement entrer dedans. Ouais. Maintenant, en termes de jeu, j'ai fini par comprendre que c'était vachement important pour moi d'avoir des personnages pré-créés parce que c'est des personnages qui sont tous très chargés de symboles. D'accord. Alors, je précise aussi que j'ai eu des joueurs qui m'ont, enfin deux pour le moment, qui ont inventé d'eux-mêmes des personnages parce qu'ils connaissaient très bien l'univers et qui sont bien réfléchis à leurs joueurs, à leurs personnages, pardon, et ça a donné des personnages extraordinaires. Alors, ces personnages-là, c'est... Ouais, Et moi, je pose une question. S'il y a quelqu'un sur le net qui top ton jeu et il a un des joueurs à sa table qui veut créer son personnage, il le crée. Est-ce qu'au pire, il peut te l'envoyer pour voir si ça convient ou est-ce que c'est pas grave, c'est au maître de jeu de choisir si ça convient ou pas? Très bien. Est-ce que ce sera précisé dans la base que c'est interdit de créer des personnages Alors, ou est-ce que encore une fois, pour moi, c'est pas aussi extrême comme ça. Enfin, moi, je recommande de plutôt utiliser des pré-créés, mais j'interdis absolument pas les gens d'utiliser. C'est juste que les personnages pré-créés, je les ai fait exprès. J'y ai mis beaucoup de travail pour qu'ils symboliquement ils représentent quelque chose de très fort, qui soit très lié à l'univers et qui ait une possibilité de création au cours de la campagne, que les joueurs puissent s'approprier leur personnage. Mais si quelqu'un, enfin, je donne ma recette de création. Hein, j'essaie de la détailler autant que possible. Ouais. Alors, Flavie, une autre question? Je me demandais Ouais. si un joueur prend un des personnages pré-tirés, mais qui veut le faire évoluer, est-ce que tu as des choses qui sont marquées dans ton livre qui puissent aider le joueur à faire évoluer son personnage, même sur la fiche de personnage, sans pour autant dénaturer tout le reste? Quelle est la marge de créativité sur les personnages, en gros? C'est ça. Il y a beaucoup de. Ma première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans chaque personnage qui sont beaucoup de questions qui sont posées auxquelles il n'y a pas de réponse. Il y a un personnage qui est à la recherche de la femme qu'il aime, mais il ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Ça ouvre, à mon avis, tout un tas de possibilités. Il y a un personnage qui est amnésique. Alors là, c'est presque un poncif du jeu de rôle. Son passé, il est entièrement à découvrir. Donc, voilà, il y a un personnage qui a tout abandonné derrière lui. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est devenu, etc. Ma deuxième réponse, c'est que Monostatos est toujours un jeu en développement. Mais que un des prochains ajouts que je ferai au jeu, c'est ce qu'on appelle des dévoilements. C'est-à-dire, c'est des scènes que le meneur de jeu peut apporter durant la partie, qui permettent justement de faire avancer un personnage comme ça, de le transformer. Et je pense qu'il y aura une série de jets de dés ou bien des règles pour que le meneur de jeu et le joueur se disputent en fait cette création à deux. C'est-à-dire par exemple, le Morol, qu'est-ce qui est arrivé à la femme qu'il aime? Eh bien, le joueur et le meneur de jeu vont être amenés à... Le Morol, c'est un personnage assez bourrin, assez, c'est ça, mais assez épique, assez costaud, assez fort en fait, mais qui a sa faiblesse aussi. C'est un personnage qui est violent. D'accord. Rien à voir avec le bourrin dans le médiéval fantastique. Donc c'est la violence. C'est la violence et la peur. La violence au sens... c'est le symbole de la violence comme quelque chose de subversif dans un univers où tout est gentil, tout est calme, tout est... C'est la violence dans Oui Oui à la plage, quoi.
C'est ça, quoi. C'est l'opposition c'est la- entre la violence et la gentillesse convenue. Voilà. Ouais, d'accord. Qui Euh, bousculent. J'ai l'impression quand même que tous les personnages, prétirés ou pas, c'est des gens qui bousculent en fait. oui, Ouais, mais absolument. on y reviendra. Mais vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors je voulais quand même rendre hommage aux deux, enfin, donc à Sylvain et à Eric, qui ont créé respectivement Oedipios et Pangea. Alors Pangea n'a pas encore été intégré dans le jeu, mais Oedipios c'est un personnage qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, je voulais juste dire que j'ai une dette envers eux et que, enfin, Ouais. ils m'ont beaucoup bluffé de ce point de vue-là. Oedipios, on peut le présenter rapidement pour que les auditeurs Alors, se Oedipios rendent compte. a servi pendant très longtemps Monostatos. C'est un personnage qui a progressé longtemps au sein du culte de Monostatos, qui est devenu un des plus hauts, un des plus hauts prêtres de Monostatos. Et le jour où il devait avoir En fait, il accède au rang suprême. au grand qui lui- suprême, ouais, absolument, qui lui donne le droit de pouvoir regarder Monostatos qui dans lui les donne yeux. le droit de pouvoir s'adresser à lui. Et au moment où il a levé les yeux vers Monostatos, il a perdu la foi. En fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Oedipios a une particularité sur sa fiche de personnage, ce que tu appelles une singularité. Ouais. C'est qu'il a les yeux, le regard implacable, et on ne peut pas lui mentir. Il voit la Impossible. vérité, en fait, Les illusions en n'existent pas regardant. pour lui. Voilà, exactement. Et donc, du coup, lorsqu'il regarde Monostatos, Il perd la foi. il perd la foi. Donc, mais le truc, c'est que tu le laisses entièrement, et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage, à mon avis, tu laisses entièrement au joueur qui l'interprète le droit de dire ce qu'est Monostatos. Ouais. Ça, c'est un pouvoir énorme. Et qui montre un petit peu la portée aussi de ton jeu. Voilà, C'est-à-dire c'est ça. que, C'est-à-dire que le bon, jeu, dans un jeu traditionnel, je dirais que ce secret-là, il incomberait au maître de jeu. C'est le maître de jeu qui sait ce qu'est Monostatos et les joueurs qui doivent le découvrir, un peu comme dans un jeu à secret. Alors que là, pas du tout. C'est-à-dire pas que c'est de- les joueurs. le- Voilà, il n'y a alors, pas de secret. il y a deux idées fondamentales de ce point de vue-là. C'est que, toujours sur l'univers, c'est que d'une part, Monostatos n'est pas un jeu à secret. Si vous lisez l'univers, et j'insiste, si vous lisez les scénarios, ça n'en Il relèvera n'y a pas de rien. spoiler, quoi. Ça n'enlèvera rien au plaisir de jeu. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi dès le début. L'autre chose, c'est que en début de scénario ou en début de campagne, l'univers appartient entièrement au meneur de jeu, parce que le meneur de jeu représente l'oppression, représente Monostatos. On en reparlera peut-être pendant le système de ça. Non, je voudrais terminer là-dessus quand même, parce que D'accord, ok. la conception de l'univers est importante pour moi. Et en cours de jeu, en cours de campagne, peu à peu, les joueurs sont amenés à s'approprier l'univers et à pouvoir en modifier des parties, à les faire, enfin à les posséder eux-mêmes pleinement. Ce qui est, je trouve aussi important, parce que peu à peu les joueurs conquièrent leur impact et leur Indépendance. leur indépendance, leur prise sur l'univers. D'accord. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on parlera du système. Absolument, tout à l'heure. parce que c'est lié au système de jeu. Alors, J'avais juste Thomas. une autre question à propos de ces personnages. Généralement, dans tout jeu de rôle, quand on joue donc un perso, on a une particularité par rapport à des PNJ. Là, dans ton univers, la particularité, en fait, quelle est la particularité de chaque personnage? J'ai vu qu'ils ont des histoires différentes, mais ils ont l'air d'avoir à peu près toujours quelque chose en commun, qui font qu'ils combattent Monostatos. Mais je suppose que ce combat change en fonction des personnages. Oui. Donc, quelle est en fait leur force commune? Tous les personnages sont des héros libérateurs. J'ai du mal, c'est bête, mais j'ai du mal à le dire comme ça. C'est-à-dire des héros au sens, pas seulement au sens où ils sont supérieurs au reste de l'humanité, mais au sens où ils ont envie de faire changer les choses profondément. Ils refusent le statu quo, ils refusent les choses telles qu'elles sont ou telles qu'on prétend qu'elles sont. Et il y a une volonté de libérer. Voilà, leur héroïsme vient du fait qu'ils ne se résignent pas. C'est ça. Voilà, Ça, c'est tellement vrai. Ils combattent pour pouvoir changer les choses. Ouais.
Voilà, parce que souvent, c'est vrai que quand on parle de personnages héroïques, on pense souvent à des personnages qui sont forts, qui ont de très grandes capacités. Mais là, on voit par exemple avec le personnage d'Oedipios, c'est surtout une grande capacité intellectuelle. Ouais, Il est capable de remettre intellectuellement les choses en tout à place. fait. Hein. Moi, je jouais un personnage qui était plutôt une danseuse, c'est qu'elle a une vision différente du monde, qu'elle a envie de proposer aux gens parce que ce que propose Monostatos est trop figé. C'est vrai que Tom, tu as raison de le signaler, l'héroïsme que tu proposes dans ton jeu, il n'a rien à voir avec l'héroïsme classique. C'est-à-dire que Absolument. l'héroïsme classique, c'est d'aller chercher une princesse, de la ramener au village et on festoie, et puis à la fin, voilà, fin du scénar. Alors que là, l'héroïsme que tu proposes, c'est un héroïsme contre une certaine vision de la société, contre une certaine forme de dictature, finalement, la dictature de la faiblesse, qui consiste à dire pas de conflit, oh, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, surtout faut bien s'organiser, etc. Et toi, au contraire, ce que tu veux soutenir, ce que les héros, en tout cas, de Monostatos veulent soutenir, c'est l'idée que non, il y a besoin de changement, il y a besoin de chaos, on a besoin de respirer, on a besoin de liberté, on a besoin... Et sur si on reprend je parlais de symbolisme tout à l'heure, tous les personnages de Monostatos symbolisent une vision du monde différente. Alors c'est plus ou moins abouti chez chacun d'entre eux, mais ils ont tous, ils sont tous aussi contre Monostatos parce qu'ils ont des contre-modèles à l'intérieur d'eux. Voilà. Alors, En fait, pendant qu'on discutait, là, ça me rappelle un peu une remarque que tu as, toi, Romaric, qui avait fait hier soir pendant qu'on jouait. C'est vrai qu'on a l'impression que, en tant que héros, on arrive dans une ville et on est là pour foutre le bordel. ouais, mais justement, je crois qu'il faut bien distinguer. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment là pour foutre le bordel. On est là pour déranger, bousculer les lois en vigueur. Moi, j'ai plus Voilà, on est là l'impression pour de- réveiller. Voilà, c'est foutre le bordel au sens où on est un réveil matin. On débarque dans une ville qui est totalement endormie, totalement asservie à un culte stupide. D'ailleurs, hier soir, dans le scénario que tu nous as proposé, il s'est passé quelque chose d'assez horrible. C'est-à-dire que les gens étaient tatoués, avaient des marques. Ouais. Et fonction de ces marques, ils avaient des vertus, des propriétés. Ils devaient faire leur rôle dans la société. Alors, il y avait la marque de l'ouvrier. Alors, l'ouvrier, il travaille. Ouais, C'était plus complexe que ça encore, hein, mais je ne veux pas trop en dire. Mais bref, et donc, voilà, marqué comme du bétail, en fait. Là, par contre, j'ai raison de le dire. Ouais. Et le symbole est fort. Et nous, on arrive comme des bergers dérangés, prêts à réveiller les moutons et à les faire sortir du pré, en fait. Et donc, et ça, c'est très très hérité d'une philosophie particulière Tout dont à j'ai fait. envie de parler. C'est la philosophie de Nietzsche. Et tu te revendiques également défenseur, en fait, ou en tout cas héritier, inspiré par la philosophie de Schopenhauer. Moi, je crois qu'on peut pas parler de Monostatos si on ne parle pas de toi, de ta vision du monde, de l'héritage philosophique que tu as de ces gars-là. On a le temps d'en parler, donc parlons-en, Fabien. Moi, je pense que ça vaut le coup. La critique Alors, artiste la aussi, critique je pense que ça absolument. pourrait être Ouais. intéressant. Je crois qu'il faut, plus que Nietzsche et Schopenhauer, il faut commencer par la critique artiste. Alors, la critique artiste, c'est un concept qui apparaît chez deux sociologues qui sont donc Luc Boltanski et Eve Chiapello, dans un livre qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, et dont qui s'interroge sur les évolutions de la critique du capitalisme depuis mai 68, grosso modo. Et donc, il montre que, notamment, une des critiques très fortes qui existent les deux critiques très fortes qui existent dans mai 68 sont la critique sociale, qui est rattachée à la gauche traditionnelle, dans ce qui les révolte sur la misère et l'égoïsme, et surtout la critique artiste, chez qui le critère d'indignation, c'est l'inauthenticité. Le capitalisme transforme les êtres humains en ce qu'ils ne sont pas, il les standardise, etc. Et l'oppression, c'est-à-dire le contrôle, la discipline imposée aux êtres humains. Et donc c'est une critique qui se retrouve dans de très nombreuses sources, qui effectivement commence beaucoup avec les philosophes allemands du 19e siècle. D'accord. D'où Schopenhauer et Nietzsche, et qui se retrouve chez des gens comme Herbert Marcuse, comme Michel Foucault, comme l'école de Francfort, donc Theodor Adorno, Marx Horkheimer, il y en a tout un tas. Ouais. Bon, et voilà, je ne vais pas faire la liste, mais il y a énormément de penseurs qui se revendiquent de cette, qui se revendiquent,
qu'on peut classer sous la critique artiste. Voilà. Donc pour résumer un petit peu, disons que dans cette philosophie, tu m'arrêtes dès que je me Bien trompe. sûr. C'est que le monde est devenu inauthentique parce que transformé par les symboles d'un espèce de paradigme qui est le capitalisme en fait. Ouais. Et en fait, il y a ensuite, donc chez Nietzsche, on les appelle des surhommes, Surhumain. des surhumains, pardon, excuse-moi. Il y a en fait des gens qui sont là pour réveiller, en fait, nous montrer que le paradigme actuel et qui nous transforme, qui nous endort. Alors vas-y. La critique Tu vas artiste, hocher un peu la tête, t'es pas ouais, d'accord? ouais, la critique artiste, c'est une critique alors plus largement que du capitalisme, même de la société contemporaine. D'accord. Mais bon, les surhumains, le surhumain d'ailleurs, c'est uniquement, ça n'appartient qu'à Nietzsche. C'est pas. Parce que moi déjà chez Nietzsche, là par contre je connais assez bien. Enfin, Ouais. moi je sais pas, je disais surhomme, surhumain. Après bon, toi t'es locuteur de l'allemand, moi c'est pas mon cas, donc je sais pas. Mais en tout cas, pour moi c'était clairement quelqu'un qui était porteur de nouvelles valeurs. Et Tout à qui fait. avait ses propres valeurs Voilà. et qui désirait être de plus en plus puissant, c'est-à-dire de plus en plus communiquer ses valeurs, etc. Alors lui, il parle d'arrière-monde, donc Voilà. contre lui, par exemple, ça va être la religion chrétienne, toute forme de religiosité, etc. Ouais, et on Enfin, peut bref. voir effectivement. Chez Nietzsche, forcément, c'est pas contre. Si on revient à Monostatos, Ouais. puisque c'est quand même ce qui nous Oui, intéresse. c'est vrai. La, Mais je trouve que, il y a une portée. alors, la critique artiste, de manière générale, se retrouve dans tout un tas de thèmes que j'aborde. L'univers en est rempli. Dans la manière dont les 5 sectes qui composent le culte de Monostatos se répartissent leurs tâches, puisque les tâches sont l'obéissance, la transparence, la compassion, la paix et l'humilité. Alors là, si on ne retrouve pas l'oppression et puis l'inauthenticité de la critique artiste, je ne sais pas ce qu'il faut. Ouais. Et donc Nietzsche et plus minoritairement Schopenhauer, Nietzsche se retrouve évidemment avec les héros, comme on les a décrits, les personnages libérateurs, chaotiques, avec cette grande importance accordée au verbe poétique aussi, que je ne sais pas si je l'ai assez exploité pour le moment, mais c'est très très important pour Monostatos. C'est très compliqué parce que la critique artiste se dresse à des endroits totalement inattendus, et même dans le langage. C'est-à-dire que le langage, par exemple, il y a comme tu me faisais remarquer parfois la manière dont je parlais. Ah, mais là, tu parles avec un vocabulaire qui est plutôt issu de tel ou tel courant social. Tiens, Ouais. mais là, tu essaies d'imiter tu fais ton ouvrier, là, alors qu'en fait, il y a d'autres. Enfin, tu vois. Même au niveau du langage, on rentre dans des cases, on rentre dans des blocs, Tout à et fait. la critique artiste se dresse même à cet endroit-là, quoi, en disant attention, votre vocabulaire est important et ce que vous dites peut vous les éloigner aussi de l'authenticité, ce qui n'est pas la vérité. Ça, Ouais, ça parle absolument. d'authenticité et pas de vérité. Ça, c'est Qu'est-ce que c'est exactement l'authenticité? hyper compliqué. Oui, je sais, mais vous en C'est- parlez si, donc si, pour les si, si, en, auditeurs, en réalité, ça Ouais, si, paraît compliqué la critique artiste, mais dans la culture française, on est baigné par ça. Hein. Donc, Ouais. l'authenticité, c'est simplement le fait que, par exemple, quand on valorise la créativité artistique, quand on valorise l'autonomie, c'est le fait, l'authenticité, c'est le concept qui est là derrière. Qu'on le sache ou pas. C'est simplement le fait de pouvoir Moi, j'ai l'impression que pouvoir s'exprimer, d'avoir de la personnalité. de ne pas se laisser corrompre par les normes en vigueur. Ouais, J'ai l'impression que oui, c'est c'est ça. ça. Et J'aurais plutôt dit c'est d'être soi-même presque. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Mais ça alors, l'authenticité. la- Être la- authentique, quoi. Je sais pas, il y a pas. la difficulté, c'est que, être authentique, mais Ouais. la difficulté, c'est que je sais pas moi quelles sont les normes que j'ai sur le dos, tu vois. Ouais. Donc il y a toujours une recherche comme ça de Baudelaire aussi, tiens. Ça me revient à Baudelaire, c'est Une très, des grosses très- sources d'inspiration pour Monostatos. Ouais, c'est une source d'inspiration pour Monostatos, et puis c'est aussi quelqu'un qu'on peut ranger dans la critique artiste. D'accord. Le dandy, ouais, voilà, les héros de Monostatos, ça peut aussi être des dandys. C'est-à-dire que Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les héros de Monostatos sont pas des justes, des vertueux, des Non. bons, c'est pas des Ah, non, paladins, non. quoi. Hein. mais Monostatos, c'est pas des mecs pas violents. et pas un univers qui est orienté. La question du bien ou du mal, ça n'existe pas en fait. Ouais. Ça n'existe pas au sens où on l'entend classiquement. Donc il n'y a pas de méchant.
Il n'y a pas de méchant. Monostatos n'est pas un méchant. Monostatos non. n'est pas un... Non. Parce que si on écoute ce que dit le culte, tout ce qu'il veut, c'est la sécurité du genre humain, c'est s'assurer que, ma foi, les gens soient confortablement installés et qu'ils aient plus d'angoisse, ce qui d'une certaine manière est pas une mauvaise chose. Le problème c'est que Freud. alors ça je ne sais pas malheureusement. Moi non plus, Désolé. Monostatos est un psychanalyste. Asseyez-vous et expliquez-moi vos soucis. Et Oh là, la tristesse. et il y a des personnages. Alors les personnages, j'aime personnellement beaucoup forcément c'est un peu moi qui les ai écrits, mais j'aime beaucoup les personnages de Monostatos, mais il y en a. Le Moral c'est quelqu'un qui est profondément violent, Ouais. qui est. Ah oui, non, c'est. Il y aura j'aimerais encore rajouter 2 personnages, mais il y aura un personnage qui sera un personnage absolument infect, qui sera une prêtresse du dieu de la mer, du maître abîme, qui est la dernière grande force qui s'oppose à Monostatos, et qui, dans le genre contrôle de l'humanité, est encore pire que Monostatos, mais ce sera un personnage. Thomas, est-ce que tu avais d'autres questions à poser? Plein. Justement, là, tu es en train d'aborder le sujet. Je demandais, on parle de Monostatos, suite à l'interprétation de l'univers, moi j'avais l'impression que c'était le seul dieu, mais est-ce qu'il en existe d'autres ou non, pas du tout? Alors, ta question est un peu difficile à répondre parce qu'il y a eu des dieux et rien n'empêche qu'ils aient survécu, que certains d'entre eux aient survécu. Il en a écrasé certains parce qu'à Omphalos, la cité donc, dans laquelle Monostatos réside, Puisqu'il il y a existe quand même un physiquement. espèce de charnier sur lequel il est censé trôner, et Voilà. avec les cadavres des anciens dieux. Des anciens dieux. Donc on sait qu'il y en a pas mal qui se sont fait défoncer quand même. Tout à fait. Ouais. Mais maintenant, il en existe. À quand un préquel Monostatos? Tu joues Monostatos, tu Exact- détruis Non, mais les anciens dieux. tu rigoles, mais c'est Ça pourrait être pas mal. non c'est Ça très pourrait être drôle. c'est quoi. très j'ai énormément à dire sur le plan symbolique de la genèse de Monostatos. Comment il est né, c'était pas du tout un dieu. C'était un dieu qui voulait vraiment la libération de l'être humain. Tu veux Ça me avant. rappelle un jeu vidéo Oh là. Bye. avec un mec bourrin qui va tuer des dieux pour les remplacer. Oh Kratos. Il va pas les sera remplacer. Bon, voilà, Kratos donc live. Chavi montre qu'on peut être féminine et poutrer du zombie Je sais et pas, moi je fais et pas jouer à du tout de des jeux jeux vidéo, horribles. malheureusement. C'est pas malheureux, hein. Non, c'est Et bon. donc pour terminer, il y a quand même un être divin dont la présence est certaine, c'est le maître abîme, Voilà. qui est Ouais. qui est un dieu qui vit au plus profond de l'océan et qui trouve que Monostatos est beaucoup trop mou, qu'il faut mettre vraiment de l'ordre définitif, instaurer de la peur, un niveau total. Comme quoi, Monostatos, c'est pas si pourri que ça. Comme Monostatos, c'est pas si pourri que ça, mais c'est un des C'est problèmes compliqué. c'est compliqué. On c'est peut, ça. on peut en parler depuis nos propres valeurs judéo-chrétiennes, de dire qui est le gentil, qui est le méchant. Ouais, de mais- toute façon, pour se faire un avis, faut Dans- jouer. Hein. Ouais, ça c'est clair. Faut ça. jouer, Ça, moi, c'est c'est tout ce clair, que je mais- dis. Merci. Alors, vis-à-vis de l'univers, tu disais que tu avais envie un petit peu de parler de Monostatos. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Parce qu'on a plus beaucoup de temps maintenant pour l'univers, mais est-ce que tu veux Non, en parler je crois qu'on a fait, on fait a le fait tour. un. Après, si vous avez, si Tu écriras donc dans ta base l'histoire de Monostatos? Ah oui, Je brûle de la lire en fait. c'est déjà écrit dedans. Hein. Ah, c'est déjà dedans? Ouais, absolument. Toute l'histoire de Monostatos, la genèse et tout? C'est ça. Ok. Ah oui, c'est ce que je tremble encore. Euh, D'accord. Donc, est-ce qu'on peut passer vous avez encore des questions sur l'univers? Moi, je Ou pense est-ce qu'on peut passer au système un c'est peu. vrai, on si doit auditeur se- vous voulez lire plus, tout est De toute présent dans façon, dans la base. Dans le système, ça expliquera aussi pas mal l'univers, beaucoup plus même. Ouais, carrément. Alors, le système. Le système, ouais. Donc, comme je l'ai dit, Présenter rapidement. l'idée, le scénario type de Monostatos, c'est les joueurs arrivent dans la ville, commencent à subvertir les gens pour affronter ce qu'on appelle l'idole, qui est l'idole, c'est le représentant de Monostatos sur place ou son allié sur place. Et au cours du jeu, peu à peu, donc au début du jeu, la ville est entièrement contrôlée par l'idole, donc par le meneur de jeu. Et peu à peu, au cours du jeu, les joueurs vont pouvoir prendre en main vont pouvoir prendre en main la ville et ses habitants, parce que les habitants se libèrent, commencent à faire, commencent à vivre vraiment, etc., etc. Jusqu'au moment où les personnages vont briser l'idole. Donc c'est la fin du scénario, le dernier rempart.
Et là, le meneur de jeu ne peut plus rien dire. Il peut encore faire des suggestions et échanger, bien sûr. Enfin, la parole n'est pas coupée, mais il ne peut plus rien dire sur l'univers parce qu'il n'a plus de prise. L'idole a été brisée, donc il n'a plus de prise sur l'univers. Et c'est pour ça que les personnages, après ça, vont aller vers d'autres endroits, vers d'autres villes pour les libérer, parce que sinon il n'y a pas de jeu possible, sauf si les joueurs veulent raconter ce qui se passe de la ville entre eux. Mais... Alors, si je comprends bien, grosso modo, le maître de jeu possède une autorité sur les décors décrits tant que les joueurs ne les ont pas libérés. Ouais, Quand les joueurs les libèrent, c'est eux qui acquièrent l'autorité sur les décors Sur et les personnages l'environnement. décrits, sur l'environnement sur décrit. ce qu'on appelle les PNJ. Donc du coup, quand une ville est totalement acquise aux joueurs, ils peuvent soit se la raconter entre eux, si j'ose dire, Ouais. mais s'ils veulent vraiment vivre quelque chose de nouveau, donc importé en fait par celui qui possède la base, qui l'a lu, le présentateur de la partie, on va dire, je sais plus comment il l'appelle, l'animateur. Non, ouais. Le meneur de jeu. Comment tu l'appelles ? Le meneur de jeu, d'accord, ok. Tu gardes ce terme de meneur de jeu ? J'ai pas de problème avec ça. Cette vieillerie là, tu l'as ? Ouais. Tout le monde sait ce que c'est. J'ai pas vraiment de meilleur terme à proposer, Ok. donc. Ok, d'accord. Ça va tout à fait. Non, je dis ça parce que je sais que tu fais partie des anarchistes de Silent Drift. Là. Donc bon. Alors donc. Monostatos, donc c'est un jeu avec un MJ. Ouais. Oui, absolument. Mais il perd du pouvoir au fur et à mesure de la partie. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a quand même, ça me rappelle un peu certains jeux. Le joueur se bat contre le pouvoir du MJ sur une zone donnée. Ouais, alors si tu fais référence au hasard sans exalogie. En même temps, on est un peu sur le podcast. Bon, il faut savoir aussi qu'avec Fabien, on s'est rencontrés parce qu'on faisait on tenait des projets et des propos un peu similaires sur Internet. Je ne parle pas du tout d'inspiration, mais je veux dire, voilà, on se retrouve. Là, j'essaie de prendre une référence. La première qui me saute à la gueule, ouais. C'est que là, on se retrouve donc avec des joueurs qui essayent de prendre donc le pouvoir, en fait, la narration. C'est ça. Et le contrôle d'une partie de l'univers. C'est ça. Ouais, mais c'est encore une fois. Alors bon, pour continuer le truc avec Sens, c'est pas pareil que dans Sens parce que dans Monostatos, ils réussissent. Attends, tu verras. Et donc, le système après fonctionne. Alors, je vais pas rentrer dans la mécanique profonde, mais l'idée, c'est que chaque joueur possède des marques. Ouais. Qui en fait lui permettent d'améliorer, de mettre des bonus sur ses jets de Juste dés. pour dire que les marques, ce sont des petits marqueurs qu'on a devant nous. Hein. Ce sont des petits jetons que chaque joueur a. Des perles, petites billes. Voilà. Et donc ces marques s'acquièrent de deux manières. Soit lorsque le personnage exprime sa révolte, soit lorsque le personnage fait une action qui est élégante, surprenante, originale. J'ose pas trop dire belle, mais c'est un peu l'idée qui est derrière. Et donc, un mot qu'on dirait... Pardon, désolé, excuse-moi. Comme un strum. Et donc, c'est la base de l'héroïsme dans Monostatos, la révolte et l'élégance. Donc les marques, c'est le MJ, les joueurs qui les donnent. Parce que je comprends la révolution, c'est le personnage qui décide de faire une révolution, donc là c'est lui qui va récupérer ses marques, mais par le fait des actions belles, c'est le maître de jeu qui décide. Ah oui, ton action est belle, je te donne le meneur de jeu ne donne jamais de marques. Si. Enfin, ouais, alors le système, en fait, les règles le forcent à donner des marques dans le cas d'une révolte, la distribution d'une marque à chaque personne. Ouais, voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un se révolte, donc il y a un speech de révolte qui est introduit par non-car, voilà. Et à ce moment-là, le maître de jeu distribue une marque, j'allais dire un jeton, mais c'est une marque à chaque joueur. C'est ça. Mais c'est le système qui le lui impose. C'est pas, sous-entendu, c'est pas parce qu'il nous aime bien qu'il le fait. Hein. Voilà, il a pas le choix. Sur les actions belles. Et alors pour les actions belles, c'est en fait un joueur. Romaric raconte une action élégante. Flavie trouve que vraiment cette action Elle était très élégante. Voilà, merci. Donc Flavie va sacrifier une de ses marques pour pouvoir en donner deux à Romaric. Ouais. Et c'est les joueurs qui, entre eux, se distribuent les marques. Le meneur de jeu n'intervient pas. Il n'est pas là pour aider. Quoi. Et remarquez ce remarquable petit tour de passe-passe. Et une marque devient deux marques, qui augmente ainsi le nombre de marques autour de la table. Absolument. Voilà, exactement. C'est exponentiel. On met une marque dans un pot au milieu, donc les marques qui restent inertes, ouais. Qui sont communes. Et donc le joueur à qui on a sacrifié sa marque, lui par contre en pioche deux. Donc c'est un recycle. Ouais, c'est génial, c'est un super. Ouais, moi c'est. Et le seul truc que peut faire le meneur de jeu, c'est quand
quelqu'un donne une marque et qui trouve que c'est pas tout à fait justifié, dire excuse-moi, tu pourrais expliquer en quoi tu trouvais que son action était vraiment élégante Elle était vraiment très élégante. Voilà, alors là par exemple, elle Ouais. était vraiment très élégante. Et alors la justification fait partie du jeu aussi, Tout à fait. parce que c'est un moment méta-jeu en fait. On C'est joue ça. plus, on s'arrête et puis on explique, Enfin, on fait une étude de texte presque. Quoi. Non, c'est plus rapide. Simplement le sentiment de la. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que j'y crois? D'accord. C'est ça la question. Mais la crédibilité, c'est quelque chose de très très important dans les règles de Monostatos. Voilà, Si ouais. quelqu'un, les règles incitent toujours les gens à raconter des choses. Et la seule chose qui limite l'imagination des joueurs, vraiment, c'est C'est la crédibilité. une question de crédibilité, de cohérence. Ouais. Hier soir, tu racontais que Ninma, ta danseuse, commençait à s'élever dans les airs et puis que les gens dansaient avec elle. Tant que personne autour de la table trouve ça Too much. too much, voilà, ça pose pas de Donc problème. en fait, à n'importe quel moment, aussi bien que le maître de jeu que les joueurs peuvent dire attends, est-ce que tu peux m'expliquer ta scène? Je ne trouve pas suffisamment crédible. C'est ça. Ouais. Voilà, chacun peut en fait décider. Donc en fait, Y compris les joueurs envers le meneur de jeu. voilà. Donc Ça, c'est là, tout à fait possible. voilà, Ah ouais. on a dans ton jeu, on dire que la création de l'histoire se fait aussi bien MJ que personnage. Tout à fait. Les personnages ne font pas que réagir à ce que le maître de jeu annonce. En fait, d'une certaine manière, Monestatos, la création de l'histoire se fait. Le meneur de jeu amène ses jouets, qui sont les adorateurs de l'idole elle-même, et puis quelques autres éléments. Les joueurs amènent leurs personnages, et puis chacun réagit à ce que font les On autres. met les rats dans le petit joujou créé par le système et puis on voit comment dans le laboratoire ils se comportent. Et on voit comment ils bougent les uns par rapport aux autres. Mais il n'y a pas de scénario avec des scènes prédéfinies comme au sens classique du terme dans Monostatos. Moi, je sais jamais ce qui va se passer dans une partie avant de En fait, jouer. un scénario de Monostatos, c'est pas vraiment un scénario, on pourrait appeler ça plus comme une Moi, j'appelle ça un idée, contexte. un contexte. C'est-à-dire que je dis, bah voilà, le décor, ça va être Zakat, une ville construite sur la lave avec des cyclopes qui la dirigent, etc., etc., des gens qui sont complètement, qui sont tous marqués, blabla. Voilà quels sont les adorateurs, les idoles, c'est les cyclopes. Et puis, et puis voilà. Et après, l'histoire se déroule toute seule avec les interactions des joueurs, avec les fidèles, avec l'environnement. D'accord. Et par exemple, donc pour revenir à cette histoire de marque, donc chaque marque donne un bonus aux joueurs et à la fin aux joueurs donc, qui les possèdent. Donc si j'ai 5 marques devant moi, j'ai un plus 5 grosso modo pour mes Ouais, actions. ouais. Je simplifie à gros traits. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que celui qui en a moins va avoir un bonus. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire le fait que lorsque la scène va se terminer, c'est lui qui va décrire Voilà. la prochaine fois comment va commencer la future C'est scène. en fait. génial, ça donne envie de gaspiller ses Mais marques, entre guillemets. Ouais, En- c'est En tant- alternance avec le meneur de jeu. C'est-à-dire qu'une fois c'est le meneur de jeu, pour que le meneur de jeu puisse aussi avoir la possibilité d'amener ses adorateurs et d'amener de l'adversité en fait. D'accord. Hein. Et donc et l'autre fois c'est le joueur qui a le moins de marques qui a le droit de dire bon bah maintenant c'est une scène je sais pas de calme où on se repose où on discute entre nous où on va marcher dans le désert comme hier soir enfin de manière à ce que voilà ce soit pas toujours le meneur de jeu qui dirige ce qui se passe. Enfin, ouais. Alors, moi, maintenant qu'on Tom vient de parler des marques, on dit que le personnage peut faire des actions dans ce monde, mais comment résoudre ces actions? C'est-à-dire que je vais prendre vraiment le scénario bateau. Disons que je joue un personnage qui est un voleur. Je rentrais par effraction dans une maison. Est-ce que j'ai un jet à faire parce que j'ai une compétence en crochetage ou Alors en fait il y a enfin ça Alors, aussi, aujourd'hui, ça nous fait rire, mais il y a pas de jet de dés. Toutes les actions qui ne nuisent pas à Monostatos, donc qui n'appellent pas un combat avec un conflit, parce que c'est pas forcément un combat, ouais. une confrontation avec un adorateur, n'ont pas besoin de jet de dés. On considère que les personnages sont des héros, donc il n'y a pas de raison qu'ils puissent il rate pas. un crochet. Quoi. Voilà, c'est Donc, ça. en fait, une résolution d'action se fait que si on commence à combattre Monostatos, Ouais. C'est ça. c'est-à-dire un adorateur ou l'idole. Ouais. Voilà. Et même quand on le décide, ça c'est Ouais. énorme. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
un joueur va arrêter en fait les scènes et va dire oh là, il me semble que dans ce que tu fais, il y a un conflit avec un adorateur. On va lui donner une identité. Par exemple, hier soir, pour un exemple tout con, ouais. à un moment donné, toi, Ninma, donc Thomas, avec le Qui joue personnage de une Ninma, danseuse. il joue une danseuse, il se met à danser, puis il essaye de faire en sorte que la ville se mette à danser avec lui. Là, on a dit avec Fabien, j'ai interrompu la partie, j'ai dit avec Fabien, tu ne trouves pas que là, il y a un espèce de conflit qui se passe que entre moi, l'indifférence présente dans la ville et la danse de Thomas. Moi, je décrivais le fait que les gens passaient à côté. Je dis, c'est rien. Ils sont pas, c'est pas validé par les cyclopes, c'est que dalle son truc. Et donc, on a choisi comme source de conflit l'indifférence. Et c'était l'indifférence à qui on devait péter la gueule. Alors, excuse-moi Fabien, est-ce que tu peux me rappeler exactement, parce que je me souviens plus, comment est passé ce conflit? Parce que là, je ne sais plus trop. Hein. Eh bien, fais son naïf là, on sent. Tu fais drôlement bien le naïf. Eh bien, donc l'adorateur est défini. Ça, je voulais préciser aussi. Là, on a un truc qui est un peu bizarre, un concept qui est l'indifférence. Mais il y a des fois où l'adorateur, c'est des prêtres de Monostatos armés jusqu'aux dents. Donc, ça peut être aussi bien une idée que des trucs très très concrets. Là, c'était très conceptuel hier soir. Ouais, là, hier soir, on vient la fameuse serrure double protection sur ma putain de grosse porte qui protège le temple de Monostatos et qui interdit qu'on y rentre. Ouais, ça peut être effectivement, ça peut être une source de conflit. Voilà. Mais sauf que là, je vois pas comment tu peux utiliser la singularité. Je danse très très bien. Si tu te fais attendez, on est en train de perdre nos audiences. Bon, donc je t'écoute Fabien. Il y a donc j'ai défini le concept d'indifférence en disant bah voilà, en termes de système de jeu, c'est une puissance à 3 puisque vous êtes 3 joueurs et une difficulté de je sais plus ce que c'était trioliste de la puissance. Difficulté d'action quoi. Ouais voilà. Une difficulté d'action qui ne bouge pas d'ailleurs pendant toute la scène, quelle que soit l'action entreprise. Et tu as fait un jet de dés auquel tu as rajouté quelques bonus grâce à tes marques et puis en utilisant ce qu'on appelle les singularités qui sont les particularités du personnage. Bon, ça, à nouveau, c'est de la mécanique de jeu. Ouais. Si je me souviens bien, hier soir, tu as réussi ton jet de dés. Et donc, une des particularités aussi de Monostatos, c'est que quand on réussit son jet de dés, c'est le joueur qui raconte l'issue. Et il a le droit de raconter très loin. Il a le droit de parler. Parce que justement, il commence tout doucement à acquérir du pouvoir sur l'univers. D'accord. Et donc, tu as raconté que les gens de la place commençaient à danser dans tous les sens avec toi, que ça remuait, ça leur parlait très très fort. T'as été le meneur de ma réussite. Mais si j'avais échoué, à ce moment-là, je suppose que c'est toi. Eh bien, c'est moi, l'oppression, qui raconte à ta place le poids de la réalité qui te retombe sur les épaules. Et il y a une mécanique où les personnages peuvent s'épuiser peu à peu devant l'adversité qui est trop grande. Et je me souviens bien qu'en plus, si un personnage réussit son jet sur ce conflit, il réduit cette difficulté. Là, tu parlais de la puissance, pas la puissance, voilà. La puissance. Et donc, on peut s'entraider aussi entre nous. Voilà. Ça diminue. Alors, moi, entre deux GD de votre part, j'ai le droit de vous agresser aussi, parce que il faut que l'adorateur puisse quand même répondre. Et donc, quand un joueur réduit la puissance de l'adorateur à 0, eh bien, l'adorateur arrête de servir Monostatos. Donc, par exemple, dans le cas d'hier soir, les gens ne sont plus indifférents à ta danse et au contraire, ça les remue très profondément. Voilà. Si ça avait été des prêtres de Monostatos, soit qu'ils aient été tués, soit qu'ils aient été convertis, soit que d'un seul coup ils soient dit hey, j'arrête, maintenant je vais vivre ma propre vie, j'en ai assez. Ils n'obéissent plus à Monostatos, ils ne servent plus Monostatos. Et là, c'est les joueurs qui prennent le contrôle en fait comment dire. Chaque joueur en fait a le droit de raconter soit ce qui se passe avec l'adorateur, donc qu'est-ce qui devient. Voilà. Soit dire c'est les joueurs qui deviennent meneurs pendant quelques temps quoi. Voilà, c'est ça. Là, on se retrouve comme si on avait fait tomber une idole, mais en beaucoup plus petit. Voilà, c'est ça. Et donc tu as le droit de raconter ce qui se passe avec les habitants, parce que la responsabilité qui jusque-là était mienne ou la propriété, donc l'autorité. J'ai envie de dire c'est l'autorité. L'autorité sur les habitants et sur le lieu que j'avais en tant qu'oppression passe à vous, joueurs. Là, on voit bien, vraiment. Enfin, c'est un peu la conclusion. Je ne sais pas si tu as envie de dire d'autres choses sur le système. Moi, j'ai un dernier truc à dire.
Vous parlez beaucoup de l'autorité qu'on donne, etc. Mais il y a une exception que nous avons vécue hier soir, où à la fin du scénario, les joueurs ne sont pas forcément ceux qui racontent la fin de l'histoire. Absolument. D'accord. Parce Merci, que le Fly. maître de jeu a mis une petite puterie Oui, ah oui, il y a une dans saloperie son là. petit Ouais. jeu. Alors, Moi, je me suis pas fait avoir, mais Rome n'était pas très Il y content. a un verre hein. dans la pomme. Hein. c'est C'est vrai, ça, j'avais alors, zappé. chers auditeurs, là, ils sont en train de présenter les choses de leur point de vue. C'est beaucoup plus faire en réalité. Moi, de mon point de vue de joueur, j'ai eu l'impression de me faire. Ah, oui, mais Voilà. nous parlons. On est en train de parler ici des tentateurs. Les tentateurs, c'est les forces oppressives de l'univers qui ne servent pas à Monostatos, qui même sont ennemis de Monostatos, et donc qui ont tout intérêt à ce que les personnages travaillent pour elles. Et donc, hier soir, des envoyés d'un dieu estropié qu'on appelle le maître souffle sont venus voir nos personnages. Des espèces de formes énormes, couvertes de papillons nocturnes, aux mains rayonnant dorées, Ils étaient classe. ruisselant d'or, C'est pour ça que tu as dit oui. Ouais. et qui ont proposé aux personnages de s'allier avec eux. En termes de jeu, ça veut dire que les personnages gagnent un collier. Alors, ouais. On Alors, va c'est revenir. pas un collier à porter, mais c'est C'est un terme, ouais, c'est un terme de jeu. Une marque physique. Non, Et- mais je précise parce que sinon, vu qu'on Oui, peut en oui, avoir oui. 5. Et donc, quand un personnage gagne un collier, le meneur de jeu a le droit Barracuda, il a beaucoup de de colliers. raconter. Ah, silence. Incroyable. Le meneur de jeu donc a le droit de raconter à la place d'un joueur ce qui se passe une fois qu'un adorateur ou qu'une idole est renversée. Donc en gros, le collier te permet d'acquérir de la puissance. Oui, alors ça te permet aussi d'acquérir la puissance parce que tu as le droit Droit. de gagner, de réussir un jet automatiquement. Voilà, Ce exactement. qui peut être C'est énorme, c'est Une énorme. fois par partie. Hein. Oui, Donc, oui, mais- ça veut dire alors, que ça reste. hein. Soit, mais c'est énorme. Quand tu vois par exemple que Thomas, hier, avec son personnage, a réussi à défoncer un des plus gros ennemis de la cité d'un seul coup grâce à un succès comme ça, alors que la difficulté que tu avais fixée, Fabien, était Énorme. C'était énorme. 19 héroïque. Héroïque. Je choisis. En fait, il a optimisé son pouvoir en décrivant le dieu souffle qui venait de l'aider pour exploser ce PNJ. Il l'a défoncé en un coup. Mais alors, par contre, la sanction a été sévère derrière. La sanction, c'était quoi déjà? C'était Eh bien, c'est moi qui racontais ce qui se passait à la fin du scénar c'est pour ça. nos deux personnages. Voilà, c'est-à-dire que ton personnage a appelé le sable du désert qui a été vitrifié pour pouvoir construire des bâtiments Mais, en verre. J'ai cru comprendre dans ta description que ça, depuis le début, le maître de jeu était, on va dire, monostatos. Mais en fait, non, il n'est pas que monostatos. C'est l'oppression, le C'est management. Il l'oppression. est tout l'oppression, donc c'est-à-dire il est tout l'univers contre qui les joueurs se battent. Pourquoi- Enfin, contre quoi les pourquoi joueurs le- se battent. Pourquoi le maître de jeu peut pas être monostatos? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien avec le personnage d'Oedipios qu'on a décrit tout à l'heure au début du podcast, puisque c'est le personnage d'Oedipios qui sait ce qu'est monostatos, le maître de jeu ne peut pas en fait avoir autorité. Il sait même pas en fait le maître de jeu. Limite, monostatos, il s'en fout. Lui, il représente une certaine forme d'idée que éventuellement les adorateurs de monostatos représentent. Voilà, absolument. Donc, Mais en gros- monostatos, on ne sait pas ce que Voilà. c'est. C'est Donc très en gros, intéressant. un collier, c'est une acceptation de l'autorité D'un autre dieu. d'un autre dieu. Enfin, Ou on même va de- dire de l'oppression L'oppression en générale du général. monde. Ah ouais. au même. Oui, tout à fait. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe quand on commence à en avoir énormément Ah. Eh Quand bien, on en a 5. quand on en a 5 étant le chiffre de Monostatos, le personnage se soumet. C'est-à-dire qu'il cesse d'être un héros libérateur pour devenir un serviteur d'une des forces oppressives, un serviteur extrêmement puissant, il n'y a pas à douter, même encore Ouais. plus puissant. Des coins de côté obscur. Ah, des coins de côté la obscur. perfidie, La je le sentais bien. perfidie. J'ai une dernière petite T'es question. corrompu Pardon. ou quoi, Et Jean-Pierre? Donc, quand tu auras fini de dire ça, t'es corrompu, Jean-Pierre. Quand on est totalement corrompu, donc, est-ce que on peut, moi je trouverais ça génial, mais est-ce qu'on peut continuer à jouer son personnage pour aller pourrir ses potes? Ça pourrait être intéressant. Comme dit, Monostatos est toujours un jeu en développement, mais c'est une idée que je Oh trouve non, intéressante. Ce non, serait te mettre du côté de génial. l'oppression. Ah non, parce que la Grave. quête est déjà tellement dure. pour C'est-à-dire les PJ. qu'on Mais aurait. justement. Non, mais ce qu'on pourrait imaginer, ce serait que le joueur, le joueur, suppose que
Romaric, son personnage Édipios, bam, se prend finalement 5 colliers et devient un serviteur, un serviteur de, je sais pas, du maître souffle, allez, mettons. Et donc il prend un On nouveau, entend le souffle là justement. il choisit un nouveau personnage. Et on peut imaginer que dans une scène où je dirais, ben voilà, Édipios revient, Ah mais oui. complètement corrompu, transformé, vous avez du mal à le reconnaître. Ouais, mais non, moi je trouverais ça paradoxal. Ce qu'un joueur serait- puisse ça- se on jouer. pourrait imaginer. Pas Oui, parce qu'en fait, forcément. Moi, je trouve ça l'oppression, paradoxal. L'oppression, c'est le maître de donc, jeu. une Mais fois là- qu'il est passé là- du côté de l'oppression. Enfin, on y réfléchit Voilà. encore. Là, on est Ouais. complètement De dans toute le. façon, Non, voilà, mais c'est dans parce que ça m'a fait l'exploratoire. penser à ça, parce que Thomas avait posé la question hier de savoir si on pouvait montrer nos fiches de personnages ou si elles étaient secrètes. Et là, ce serait l'occasion de garder en fait secret la fiche de personnage et de jouer en individuel les scènes de tentation pour que les autres ne sachent pas si on a été tenté. On y Oh pense. non, la paranoïa. C'est vis-à-vis de- Le du- Statos, c'est c'est un jeu c'est sans pas- secret. Ouais. J'aime bien Agone. Non, mais là. Et donc, je voulais encore dire un dernier truc, c'est que dans Monostatos, les personnages ne meurent pas, sauf si, Ouais. sauf si un joueur a envie de faire mourir son personnage, qui veut changer. J'ai pas de problème avec ça. Et même la mort n'est pas forcément définitive dans Monostatos, puisque la mort n'est pas définitive, mais ils se soumettent, ce qui est en accord avec le principe de l'univers, que les personnages sont avant tout des révoltés. Donc c'est pas la mort, c'est pas ce qui est le plus pas le grave. pire, qui ouais. Voilà, le pire, c'est de se soumettre, c'est de Ouais. se résigner. Je sais plus qui disait à propos d'Herbert Marcuse que pour Herbert Marcuse, seule la résignation était has-been. Le seul échec, c'est d'abandonner. Sur cette magnifique citation, on va passer tout de suite à notre dernière partie. Question plus technique, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la diffusion du jeu. Monostatos, moi, quand je l'ai découvert, c'était encore que quelques articles sur un blog. C'est pour ça que, en fait, je parle de la base depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai jamais vraiment lu de manière complète, parce que j'ai lu des articles isolés. Et comment est-ce que tu comptes diffuser le jeu? Ça, c'est ma première question, un peu technique. Puis ma question, qui est un petit peu plus intellectuelle, on va dire, c'est pourquoi tu as choisi d'exprimer ces idées à travers le jeu de rôle, alors que tu aurais pu écrire un bouquin de philo, finalement, presque. Alors, on va commencer par la question la plus facile, évidemment la première. Technique. Comment je compte diffuser Monostatos? Là, tu me poses une question. Je pense pas que Monostatos sera terminé avant 2, 3, 4 ans. Donc, D'accord. c'est très très loin pour moi. Si je devais décider aujourd'hui, je pense qu'il serait disponible en impression libre et en téléchargement, en téléchargement payant et en impression à la demande sur lulu.com. Parce que jusque-là, c'est la solution qui est la plus pratique pour moi. Donc avec un système similaire à ce qui existe déjà pour le jeu de rôle indépendant anglo-saxon, donc The Forge, The Unstore. Voilà pour la question de la distribution. Ouais. Maintenant, la question de pourquoi sous forme de jeu de rôle. Alors, là, on va parler de la genèse de Monostatos. Il faudrait mettre des sons, genre de feu de bois autour. Le jeu, l'univers en fait est très vieux. Ça fait longtemps que ça fait depuis que je lis de la poésie, donc à peu près depuis que j'ai 17-18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Que je nourris. J'ai écrit des textes qui resteront, je l'espère, toujours sur mon ordinateur parce qu'ils sont un peu maladroits, mais qui sont le début de cet univers de désert auquel j'ai que je trimballe avec moi depuis un moment. C'était à la suite d'un voyage. Alors c'était ça l'idée. non, c'était surtout à la suite de. On a parlé en sous-main tout à l'heure un peu, mais c'était à la suite de Baudelaire essentiellement. D'accord. Effectivement, j'ai fait d'autres voyages qui m'ont inspiré, mais c'est surtout la lecture de poésie des surréalistes aussi où à un moment j'ai envie de dire tiens, j'aimerais bien raconter une histoire de fantaisie qui se passera dans le désert, et puis il y aura un prince. Et le maître souffle et le maître abîme, c'est vraiment des vieilleries. Ils sont plus vieux que Monostatos dans mon histoire personnelle. Bref. Et puis, il y a 2 ans, au Monde du Jeu 2008, le Monde du Jeu 2008 a été vraiment formidable. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, j'avais acheté le système DK2, donc des éditions John Doe.
Et je m'étais dit, ah ben tiens, pourquoi j'utiliserais pas ce système pour construire mon propre JDR. Au départ, j'avais simplement envie de faire un scénario dans cet univers. Et puis bon, j'ai commencé à développer. C'était le 30 octobre 2008. Je me souviens encore parce que j'ai le dossier sur mon ordi. Et puis à partir de là, j'ai commencé à décrire un univers. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est sympa. Et en fait, c'est pas tellement que j'ai décidé de faire du, du jeu de rôle. C'est que j'avais envie de faire ça. Et puis en écrivant, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'impression de retrouver des idées de. Allez, on va accentuer un peu. Hop. Vraiment, là, j'ai essayé que ce soit un jeu de rôle qui parle de Nietzsche. Puis ensuite, j'ai découvert la critique artiste. Vraiment, Nietzsche, ça appartient à la critique artiste. Allez, on va approfondir encore tout ça. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, je me suis dit merde, mais est-ce que c'est vraiment un jeu, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un jeu de rôle? Et ça, de ce point de vue-là, je ne sais pas encore si Monostatos mérite vraiment d'être sous forme de jeu de rôle ou sous d'autres formes. Peut-être parce que, alors, je pense que c'est le cas parce que le jeu de rôle, Ça lui convient bien quand même. C'est Avec ce que cette histoire d'opposition entre Voilà. l'oppression et la liberté. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'à mon avis, c'est plutôt ça. Euh, D'abord, par défaut, je suis pas un écrivain de génie, malheureusement. Voilà. Et je trouve que je m'en sors mieux Avec des descriptions en fait. avec des descriptions de jeux de rôle. Ensuite, comme tu le dis, effectivement, le jeu de rôle le jeu de rôle, c'est fabuleux. On n'a pas encore exprimé tout notre potentiel, mais euh, on a la possibilité de créer à plusieurs. On a la possibilité de faire un jeu de rôle, un loisir qui est presque gratuit et qui est un loisir convivial où on se retrouve ensemble, on discute, on est ensemble. Et donc cette création à plusieurs, très, très facile accessibilité financière et puis convivialité, je trouve que c'est extraordinaire. C'est tellement, ça convient tellement à tous les principes philosophiques qui sous-tendent Monostatos que finalement c'est presque que comme ça que ça pourrait se faire. D'accord. Et alors la démarche indépendant au milieu du jeu de rôle évidemment est encore liée à ça. D'accord. C'est pour ça que tu te rapproches de Silent Drift en fait. C'est pour ça que je me suis rapproché de Silent Drift et Silent Drift m'a fait énormément de bien. Donc ça fait cette année que j'ai passé à lire des théories de Silent Drift, à échanger, à faire des rapports de partie, a été une année infiniment plus fertile que la première où j'étais un peu dans la difficulté de créer mon machin, de décrire mon univers. Bon, j'avais des idées pour être un peu innovant, mais c'était pas extraordinaire. C'est marrant parce que t'as pas l'air quand même d'être convaincu par le jeu de rôle. Je m'attendais à ce que tu dises oh ouais, non, le jeu de rôle c'est vraiment Monostatos, ça ne peut être que comme ça. Alors pour tout dire, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, analyse personnelle, hein, Ouais. qui n'en engagent que moi, qui sont un peu une facilité, dans la mesure où, parce que l'auteur n'est pas très bon, ou se sent pas d'écrire des romans, finalement, il a un super univers dans la tête, mais il préfère le décrire en jeu de rôle. Et comme il a du mal à décrire des histoires, etc., à inventer des personnages, à les faire jouer ensemble. C'est ce que tu décrivais pour toi tout à l'heure, il me semble. Tout à fait. Et donc, par facilité, il utilise le jeu de rôle. Et donc, il laisse tout le travail de création de l'histoire aux meneurs de jeu et aux joueurs. C'est un peu la facilité avec laquelle j'ai commencé Monostatos. Maintenant, j'essaye de faire que ce soit vraiment du jeu de rôle au sens où si Monostatos était un roman, ça ne serait pas Monostatos. De la même manière que si Sens était un roman, je pense ce serait pas Sens. Ouais. Parce qu'il y aurait plus cette. Moi j'y ai réfléchi énormément à cette histoire de roman pour Sens, parce que pour différentes raisons, des raisons surtout de public en fait. Si tu touches pas le même public, c'est vrai que quand tu veux crier fort et dans un parlophone, tu as tendance à. Tu te dis, bon, le jeu de rôle, je vais parler à 10 personnes, le roman, je vais parler à peut-être un peu plus. Tu te dis, bon, je vais faire du roman. Et j'y réfléchis, j'ai tourné dans la tête des heures et des heures le concept de Sens. Je me suis dit, non, en roman, ça colle pas.
il faut réfléchir dans l'autre sens en fait. Pardon, excuse-moi, mauvais jeu de mots, mais c'est pas, c'est pas ce que, enfin, c'était, bref. Ouais, moi, Il faut se dire que en écrivant des jeux de rôle qui seront bons, qui seront des jeux de rôle qui sont forts, intéressants, puissants, eh ben, on arrivera à attirer des gens qui sont extérieurs au monde du jeu de rôle. Ça, j'en suis convaincu. Belle pensée. C'est peut-être même une belle conclusion. Oui, et j'espère que l'histoire te donnera raison, mon ami. Nous donnera raison. Oui, c'est vrai. Mais en tant que présentateur, j'essaye d'être un peu plus objectif. Non, mais vive Monostatos, allez. Hop. Vive le jeu de rôle indépendant. Ça y est, Vive ça y est. le JDR, Ça part complètement en couille. vive. Vive Silent Drift, tous à poil sur Silent Drift, et voilà. Bon, bah, je vais peut-être me désinstaller Non, alors. pas du tout de conclusion comme ça. La seule conclusion que j'ai à faire, moi j'ai fait un scénar hier soir de Monostatos. Ouais. Moi je voulais te féliciter pour ton boulot. Alors, pas au niveau du système, pas au niveau du fond, surtout au niveau de l'univers. Moi je suis quelqu'un qui aime énormément l'univers dans le jeu de rôle. Et ton univers m'a super fait triper. J'ai trouvé tes créatures géniales. Moi je serais prêt à refaire une partie et j'invite les gens à aller découvrir ce jeu. Rien que pour l'univers, moi je trouve ça énorme. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'est une. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Ouais, Moi, non, franchement, j'étais grave sur le C'est cul. La scène où on a rencontré les créatures de souffle, moi j'étais méga bluffé. Quoi. C'est vrai que moi, je me souviens aussi de ma première partie avec toi, ce qui m'a avant tout charmé. Je me souviens avec Fly, on en discutait après. C'est vraiment l'univers. C'est. Puis les descriptions qui sont faites dans les fiches de Moi, perso. Le je suis petit quelqu'un- côté égyptien dans l'univers, Ouais, c'est- quelque chose qui me touche beaucoup. C'est vrai que c'est personnellement. séduisant. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les descriptions. Moi, je suis plutôt pour de l'action. Ah oui. J'ai lu la base de Monostatos et j'avais vraiment très peur sur ce jeu. On m'a proposé de faire un scénar. Je dis, moi, je suis toujours partant pour faire des scénars. J'ai vraiment eu des gros doutes et quand tu as commencé à décrire ton univers, je trouvais ça génial. Là, j'attends qu'une chose, c'est de refaire un scénar et on voyage dans le désert, voir des trucs fabuleux. Quoi. Merci Thomas de nous offrir une merveilleuse conclusion. Merci Fabien d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour un podcast sur Sens avec des actualités étonnantes, vous allez voir. Allez, râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. Et vive l'univers de Monostatos, vive Fabien. À bientôt. Au Salut, revoir. ciao.